En tout cas, pour commencer, je voudrais juste dire que je suis une jeune mère, puisque je suis élue depuis peu, et une jeune aussi représentante des élus au sein de la FHF. Donc, je découvre depuis mon élection toutes ces problématiques liées à la santé, mais bon, j'avais un peu l'habitude professionnellement, malgré tout, d'aborder ces sujets. Alors, je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, c'est que je me sens un peu seule tout de suite, là. Je pense que je suis la seule élue dans la salle et je trouve que il faudrait qu'il y en ait plus. Alors bon, ça a été un débat tout à l'heure et le président Patrick Genre a fait part de sa façon de voir les choses que je partage complètement ce matin. Donc je vais poursuivre un petit peu, mais un peu sur le même ton que ce qu'il avait pu dire, en tout cas avec mes mots à moi. Pour dire que la santé, d'abord, quand on est élu, la santé, c'est quasiment la première priorité des habitants d'un territoire. Et singulièrement, pour revenir à votre question, singulièrement dans des territoires à faible densité, voilà, faible densité démographique, et à des territoires qui sont plutôt vieillissants, ou en tout cas avec une part de la population qui est vieillissante. Il y a aussi des jeunes, il ne faut pas non plus que je fasse un portrait qui est un mauvais portrait, mais en tout état de cause, la santé, quand on questionne les habitants et quand on leur demande quelles sont les priorités pour le territoire, la santé et le médico-social, parce que tout cela vient ensemble en réalité, il n'y a pas de partage entre les deux, viennent en premier. Ce qui se traduit la plupart du temps par les politiques publiques qui se mettent en place et les projets qui se mettent en place avec les maisons de santé ou les maisons médicales, suivant les cas, qui font que les élus, qui n'ont pas la compétence en matière de santé, quand même, je le rappelle, s'impliquent tout à coup dans ces problématiques-là, qui sont des problématiques essentielles pour les territoires, sont essentielles pour les questions d'attractivité du territoire. Vous avez parlé d'attractivité ou des professionnels ou des médecins, mais il y a aussi l'attractivité du territoire, tout simplement. Et l'attractivité des territoires, elle repose sur un certain nombre d'éléments, et la santé est un de ces facteurs d'attractivité. Quand on n'a pas de réponse à l'offre de santé, il est très difficile d'attirer des jeunes, des cadres, des personnes nouvelles qui viennent s'installer, et a fortiori des plus âgés qui voudraient y passer leur retraite. Donc cette question-là, elle est essentielle, mais elle n'est pas limitée à la santé, parce que c'est la même chose que pour des cadres dans des entreprises, c'est l'attractivité du territoire dans son entier dont il est question. Et la santé est un des éléments de cette attractivité. Et d'autant plus qu'on se trouve actuellement dans un système concurrentiel. Nos territoires, qui ne sont pas que des territoires de santé, ceux-là qui sont plus larges, ce sont des territoires qui sont en concurrence les uns entre les autres. Même si on dit qu'il faut arrêter de mettre en concurrence, ce n'est pas vrai. Il y a une très grande concurrence entre les territoires, avec un phénomène nouveau qui est celui de la métropolisation. Et là, c'est plus difficile quand on est dans un territoire rural de rentrer en concurrence et de gagner cette concurrence avec une métropole, ou des territoires de grand urbain. Mais en tout état de cause, cette concurrence est une réalité. Donc il nous faut, à nous élus, avoir des arguments pour pouvoir convaincre, pour pouvoir faire la promotion de nos territoires, pour faire en sorte que les habitants s'y trouvent bien, aient envie d'y rester, et que d'autres aient envie de venir. Et donc la santé est un de ces facteurs d'attractivité très importants. La démographie médicale, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, est un sujet de préoccupation très grand. Et bien sûr qu'il s'agisse du libéral ou de l'hospitalier, c'est la même question qui se pose et il faut pouvoir y répondre. Alors on imagine, je crois qu'il faut que là aussi il y ait de l'innovation, et beaucoup d'innovation, vous avez parlé les uns et les autres d'innovation, et je crois qu'il ne faut pas en manquer, et qu'il faut en plus avoir une transversalité et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'une multiplicité de dispositifs ou d'actions qui soient mises en œuvre. Quand je vois toutes les... Alors c'est en général des sigles tout à fait
intéressants. Alors, je ne les reprends pas tous parce que je ne les connais pas tous et je ne les comprends pas tous, mais on parle de CLS, on parle de projet médical partagé, on parle de GHT, on parle de... Bon, etc. On pourrait faire comme ça un panégyrique pendant un long moment de tous les sigles qu'on peut employer en matière de santé, qui font qu'il faut d'une part comprendre de quoi il est question, ce qui pour des élus et des élus de base n'est pas simple. Et puis par ailleurs, une fois qu'on a un peu compris les choses, il faut éviter, me semble-t-il, de refaire à chaque fois la même chose. C'était la question qu'on a posée par exemple l'autre jour au comité des élus sur l'articulation avec les contrats locaux de santé, puisque naturellement on aborde les mêmes problématiques. Donc ne refaisons pas les mêmes choses avec les mêmes personnes dans deux cénacles différents, pour éviter le caractère chronophage, j'arrive pas à dire, chronophage de tout ce qui nous est demandé. Parce que si je comprends que les médecins sont soumis à cet exercice compliqué, je peux vous dire que le travail d'un élu, il commence à 7h le matin et quand il termine à 11h, c'est fini. C'est bien, il est content et c'est 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas de système de garde, il n'y a pas... Voilà. Donc, quand on fait son métier entre guillemets, quand on a son mandat à cœur, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si on pouvait simplifier, ça serait une bonne chose. Je pense que là, la plupart de mes collègues s'y retrouveront. Simplifions au maximum et faisons en sorte que toutes les synergies puissent se mettre en place, parce que l'objectif, au final, c'est quoi? C'est bien que l'habitant, que le patient trouve une réponse à ces interrogations et à toutes ces questions, et qu'il puisse être vraiment l'objet principal de l'action des uns et des autres. Et je voudrais encore ajouter un point qui est celui qui me paraît primordial dans l'ensemble de ces exercices qu'on évoque. Alors, on parle de GHT, mais dans d'autres domaines, c'est la même chose. La question de la confiance, et je crois que ça a été évoqué aussi tout de suite, la question de la confiance entre l'ensemble des acteurs me paraît primordiale et très importante. Et elle passe aussi, me semble-t-il, par une connaissance et un respect des uns et des autres, mais aussi une communication. La communication sur qui fait quoi, sur qu'est-ce qu'on fait. Et ça, dans une période où la communication, on voit avec nos écrans, est permanente, c'est pas l'exercice le plus simple. Et par contre, ça devient indispensable. Et il faut savoir expliquer pourquoi on prend telle décision, pourquoi on fait tel choix. Je peux vous dire que nous, élus, on est en général en première ligne quand il y a des décisions qui sont prises qui concernent notre territoire, même si on n'est pour rien, c'est de notre faute. Je vais prendre à dessein un exemple qui est tout à fait anodin, mais qui montre à quel point les élus sont responsables de tout. Il y a quelques jours, est arrivé dans la mairie, chez moi, un monsieur qui dit « Je veux voir le maire. » Bon, mais pourquoi? Ma télé ne marche plus. Donc ma télé ne marche plus, donc le maire est responsable de la télé qui ne marche plus, forcément. De la même façon, on ferme les urgences, c'est de la faute du maire, on ferme, etc., etc. Je veux dire qu'on peut donner tous les exemples comme ça. Les élus sont au premier rang de toutes les décisions qui sont prises par qui que ce soit, qui concernent des politiques publiques d'une façon générale, hein, bien sûr. Je ne veux pas assumer plus que de raison, mais en tout cas, c'est ça. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, parce que je suis trop longue. Le comité des élus. Le comité des élus, fort heureusement qu'il existe, parce que s'il n'avait pas existé, et ça a été rappelé ce matin par Patrick Genre et aussi Frédéric Valtou, le comité des élus est essentiel, parce que c'est justement là que l'on peut échanger, que l'on peut instaurer plus de confiance. En fait, ce n'est pas le seul lieu, mais en tout cas, celui-là en est un, et il est important qu'il soit là, il faut qu'il joue son rôle pleinement. Je trouve juste un peu dommage que le comité des élus soit réduit au contrôle et à l'évaluation, non, si on lit bien les textes. Après, c'est à nous d'en faire plus. Voilà, et j'espère que les GHT qui se mettent en place sur notre région verront une place
reconnus aux élus à la hauteur de leur implication dans les questions liées à la santé sur leur territoire et pour le bien, bien sûr, de ceux qui y habitent. Merci beaucoup. Alors, je vous rassure, sur le comité des élus, les élus sont bien à la manœuvre. Ils ne sont pas juste derrière, ils sont bien à la manœuvre. Et ça, on y tient vraiment. Parce que d'abord, c'est une demande forte de votre part. Et c'est aussi notre façon de travailler. Je note qu'il y a un mot qui a été prononcé par tout le monde. C'est le mot confiance. Donc voilà, on terminera sur ce mot-là avant de passer aux questions. Il y aura encore plein d'autres questions à poser. Mais c'est vrai que le mot confiance, c'est quand on se connaît et quand on se fait confiance, on travaille mieux ensemble. C'est aussi simple que ça. Ça marche également pour les équipes de foot. On pense à eux pour ce soir, etc. Ça marche pour tout le monde. Il y aura encore plein de questions à poser.